La radio de la communauté, nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 mars, invité de ce journal inaugural EDF TV, Georges Tiba de la France, Guima Fiba Motoki également de la France. Nous attendons toujours Monsieur Moubou Machiri qui est également invité à ce journal. Aujourd'hui, nous parlons de l'alternative de l'opposition face. Il lui reste donc 2 ans, Sassou Nguesso, 2 ans pour commencer encore à manigancer ce qu'il a toujours fait pour se maintenir au pouvoir. Alors, quelle alternative pour l'opposition? L'opposition continuera toujours de s'accrocher au rythme de Sassou ou anticipera-t-elle les choses pour se maintenir dans cet échiquier politique congolais? Nous aurons donc ses amis sur le plateau, mais avant tout, n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est le 13 mars, même si cette date aura déjà été oubliée par le pouvoir en place. Guy Mafimba me trompe. Monsieur Jean-Louis, bonjour. Bonjour à tous ceux que nous suivent. Bonjour à Monsieur Georges Tiba et merci pour votre invitation. Évidemment, la thématique, c'est sur l'opposition, mais vous avez bien fait d'évoquer cette date du 13 mars parce que pour des jeunes générations qui veulent faire la politique, ils doivent comprendre que l'histoire du Congo ne commence pas par M. Denis Sassou Nguesso et ne sera pas clôturée par M. Denis Sassou Nguesso. Première chose. Deuxième chose, il faudrait que les jeunes générations, même celle qui, la nôtre ou celle qui est un peu plus avant la nôtre, nous devrons conscientiser, montrer à la face du monde que le Congo que nous vivons aujourd'hui, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans sa crise multidimensionnelle, nous allons y revenir, nous n'avons pas connu le Congo comme celui-là, dans cet état. Et le 13 mars, effectivement, c'est la dernière sortie du commandant Marien Ngouabi, président fondateur du PCT, chef de l'État, président de la République. Et 5 mars après, il a été assassiné. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé le 13 mars 1977? C'était lors de la fête, je pense, de l'URFC. Et il s'adressait aux femmes. Voilà ce que le commandant Marien Ngouabi déclarait ce jour-là. Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propriété et son unité qu'en le lavant avec ton sang. Marien Ngouabi, 13 mars 1977, dernier discours à la place de l'hôtel de ville de Brazzaville. Monsieur Jean-Louis et ceux qui nous écoutent, lorsque je relis cette phrase-là, cette déclaration, j'ai souvent des larmes aux yeux et j'ai pris la dimension de la parole christique prononcée ce jour-là par le commandant Marien Ngouabi. On va y revenir pour ne pas monopoliser la parole. Effectivement. On va donc donner également la parole vous voyez qu'il y a un poste vide. Nous attendions donc notre ami Cherim Bouma qui n'est toujours pas là. Alors Georges Tiba, vous nous arrivez avec une histoire dans les couloirs de la rédaction. Vous nous parliez de cette rencontre presque improvisée avec le commandant Marien Ngouabi. Ça se passe exactement le 13, n'est-ce pas? Le 13 mars 1977. Ngouabi, à quelques secondes de vos pieds, vous trembliez, vous aviez des frissons parce que ça n'arrive pas tous les jours. Que le chef de l'État entre dans votre classe et commence à parler aux élèves. Allez-y. Oui, alors, ce jour-là, moi, je suis étudiant à l'université, à l'INSED exactement, Institut d'éducation. Oui. Il était très attentif, très à l'affût des intellectuels qui rentraient au pays et il venait les solliciter. Et nous savons en même temps que à l'époque, lui faisait ses recherches sur l'énergie solaire. Donc, il rentrait dans le cercle des chercheurs. Et donc, il était là, à 10 cm de moi, je tremblais. Parce que je me dis quand même, le président qui est là, en train de nous parler comme ça, nous, vulgaires étudiants, qui ne savent pas forcément
voir. C'est pas notre objet. On était dans la recherche. Et donc, on voit ce monsieur qui est une. J'appelle l'historicité. Georges, tu es presque inaudible. Hein, Georges, je vois que tu as des problèmes de son. Georges, essaie de rallumer ton téléphone. Hein. Allô, Georges? C'est ce que... Oui. Voilà, je vois que tu as des soucis de son. Essaie de rallumer peut-être ton téléphone. Est-ce que tu peux... Allô? Moi, je m'en rends pas compte. Oui. Voilà, vous ne pouvez pas le constater. Alors Guy, essaie de rallumer. C'est mieux. Hein? Mieux là. Voilà, allez-y. Allez-y, Georges. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous voyez encore. Oui, ça va. J'étais en train de dire que... Voilà, ça va. Voilà, j'étais en train de dire, en tout cas, que le président Marien Ngouabi était rentré dans cette tradition qui devrait nous préoccuper. On devrait revenir là-dessus sur l'historicité des faits. Hein, et qu'actuellement, on est dans quelque chose d'anachronique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont fait l'histoire alors qu'ils sont en train de la dévoyer, cette histoire-là. Hein? Et je crois que c'est une thématique où cette histoire-là montrer qu'on est en train de courir derrière le voilà, il y a toujours ces problèmes. Alors, nous allons, Guy Mafimba, revenons sur l'historicité de ces propos de quand un pays est sale, il faut le laver avec ton sang. Qu'est-ce à dire? Est-ce que vous essayez de déconstruire ces concepts pour que le jeune d'aujourd'hui replacer les propos dans le contexte actuel de l'époque et essayer de faire une projection sur ce que nous vivons aujourd'hui? Exactement. En fait, il faut partir de la déclaration du 12 décembre 1975, lorsque le commandant Marien Ngouabi avait constaté que la révolution, parce que lui c'était un révolutionnaire, il croyait à un idéal, prenait de l'eau. Et ils ont réfléchi et ils ont pondu cette déclaration du 12-12-75 qui est devenue historique, parce que ça a été comme une rupture entre ce qui se passait hier. Et dans cette déclaration, ils ont non seulement remis en cause l'idéal révolutionnaire qui était en train de prendre de l'eau, mais surtout le fait qu'il y avait la gabégie, il y avait un certain nombre de dysfonctionnements dans l'idéal révolutionnaire, dans la marche vers la révolution. Et il va mettre en place l'état-major spécial révolutionnaire avec 5 membres. Ngouabi, Louis-Sylvain Ngoma, Denis Sassou Nguesso, Jean-Pierre Tistet Tekaya et Jean-Pierre Ngombe. Et ce fameux état-major spécial révolutionnaire avait pour vocation d'organiser le 3e congrès extraordinaire du PCT pour relancer la révolution. Voilà le fondement même de cette déclaration du 12-12-75. Je suis même convaincu que beaucoup de gens qui se disent PCT aujourd'hui ne connaissent pas cette histoire, M. Jean Lewis. Mais il faut le leur rappeler parce qu'ils ont falsifié l'histoire. Et en cela, le comité central était suspendu pour mettre à la place du fameux état-major spécial révolutionnaire. Mais Marien Ngouabi avait oublié qu'il y avait des loups dans la bergerie. Marien Ngouabi avait oublié qu'il y avait des loups dans la bergerie. Et il a commencé à constater que 75-76, plus on avançait au 3e congrès extraordinaire, parce qu'il devait avoir véritablement une remise en cause, non seulement du fond, du fondement même de la révolution, parce qu'il avait estimé que la machine économique qui prenait qui était en train de devenir plus ou moins déliquescente, il fallait se remettre en cause, parce que c'est un homme qui savait se remettre en cause. Mais en même temps, il y avait des hommes, comme on disait à l'époque, les valets locaux de l'impérialisme devaient être mis à nu. C'est dans ces conditions que ces fameux valets locaux de l'impérialisme ont commencé à conspirer pour neutraliser le commandant Marien Ngouabi, M. Jean Lewis. Raison pour laquelle lui, il avait compris, parce qu'il avait eu des signaux de gauche à droite, des bongos qui lui disaient, attention, à l'intérieur, il y a des coups d'État qui se préparaient.
Le président Mobutu à l'époque le lui disait. Et monsieur le commandant Mariam Ngouabi, comme dans une espèce de posture, comme j'ai dit, christique du Christ, a préféré aller jusqu'au sacrifice suprême pour, comme il a dit dans son allocution, tenter ne serait-ce que aider le Congo à se réunir au niveau de l'unité nationale et à ce qu'on, ceux qui étaient ses compagnons du PCT prennent conscience que son sacrifice ne doit pas être vain. Monsieur Jean-Louis, si j'ai tenu à, si je tiens absolument à qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes le 13 mars, nous sommes le 14, le 13 mars. Tout se passe où? À Oyo. Le mois de mars, qui est le triple assassinat de Mariam Ngouabi, du cardinal Ami Biaïnda, du président Massamba Debe. Donc, 2 chefs d'État assassinés, plus un cardinal, mais il y a même un quadruple assassinat qu'on oublie souvent. Le capitaine Kimwa Lakaya, qui n'était pas n'importe qui, un idéologue, un homme de gauche véritable. Donc, quadruple assassinat. Et je peux vous dire que le mois de mars, c'est l'acte inaugural de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire les compagnons en guerre de Mariam Ngouabi, non seulement ont trahi les idéaux de sa révolution, mais ont continué à profaner la mémoire du commandant Mariam Ngouabi et continuent à falsifier l'histoire parce que le 13 mars, ils n'ont jamais tiré les enseignements du 13 mars, de ce sacrifice de Mariam Ngouabi. Ils ont continué. La preuve en est, aujourd'hui, c'est à Oyo que les gens sont en train de célébrer. Célébrer le décès d'Edith Lucie. On va en parler. Alors donc, est-ce que c'est à dessein que cette date a été presque occultée, qu'on l'a oubliée? Parce que vous dites que les loups qui étaient dans la bergerie sont actuellement au pouvoir, certains du moins. Exactement. Alors, est-ce à dessein qu'on ne veut pas célébrer cette date du 13? Absolument. À dessein, parce que ces gens ne peuvent pas se regarder dans le miroir. Regardez, il y a une image qui circule dans les réseaux sociaux, là, où on voit M. Denis Sassou Nguesso sortir des nuages. Oui. Est-ce que vous pouvez imaginer Mariam Ngouabi jouer au cul de la personnalité? La réponse est non. Ils sont en train de dépenser des milliards en ce moment à Oyo. Est-ce que vous voyez monsieur le commandant Mariam Ngouabi dépenser autant de milliards alors que le Congo, les Congolais souffrent de martyrs, pas d'eau, pas d'électricité, pas de la misère, pas de chômage? La réponse est non. Est-ce qu'au moment où le Congo est devenu un pays vassal du Rwanda, vous voyez le commandant Mariam Ngouabi faire la fête? La réponse est non. Et donc, monsieur Jean-Louis, si vous me permettez là, vous m'avez donné là l'occasion d'attirer l'attention du PCT Canal Historique, parce qu'il reste des Ngouabistes au PCT, pour leur dire que eux, ils sont au PCT, nous qui sommes à l'extérieur, mais moi, je suis un Ngouabiste aussi. Et le fameux slogan, tout pour le peuple, rien que pour le peuple, je le fais mien, ce slogan, pour que tôt ou tard, et j'espère tôt, que nous puissions redorer l'image, la mémoire du commandant Mariam Ngouabi, que ses compagnons hier ont trahi. Ces mêmes compagnons qui l'ont mené au sommet de l'État et du pouvoir. Le concept tout pour le peuple a été même galvaudé. On parle de tout pour le PCT, rien pour le peuple, je crois, aujourd'hui. Non, c'est même pas tout pour le PCT. Tout pour les oligarques du PCT. Le PCT éléphant, je pense qu'il faut insister, le PCT éléphant, et rien pour le peuple. Rien pour le peuple, et que les Congolais doivent prendre conscience, raison pour laquelle cette date du 13 mars, eux qui ont voulu occulter sciemment, comme vous l'avez dit, cette date, nous allons tout faire, nous continuerons à redorer l'image du commandant Mariam Ngouabi, à se remémorer le combat du commandant Mariam Ngouabi, en n'oubliant pas cette date. C'est ce que nous ferons le 18 mars. Est-ce que Guy, ceux qui incarnent le PCT tel que vu par Mariam Ngouabi, seront-ils en mesure de pousser Denis Sassou Nguesso jusqu'à ce sacrifice suprême? Car nous parlons aujourd'hui de l'espèce de crise interne dans le clan. Mais encore que
cette hypothèse n'est valable que ils s'étaient apporté cette parole christique du 13 mars. Mais il y en a, moi je connais des Ngwabis au sein du PCT qui sont capables aujourd'hui parce que la politique c'est un sacerdoce, d'aller jusque, s'il le faut, au sacrifice suprême pour ne serait-ce que revivifier, faire renaître l'idéal du commandant Marien Ngouabi, qui était l'idéal de prospérité pour tous les Congolais, de liberté, de justice et de fraternité et de concorde nationale. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, ce n'est plus le Congo d'hier que nous avons connu. Le Congo aujourd'hui, on te parle de tribus, d'ethnies, ce qui n'était pas le cas lorsque nous étions adolescents et jeunes sous Marien Ngouabi. Alors, Georges Tiba, rapidement, est-ce qu'il y a quelque chose à redire sur ce que vient de dire notre frère Guy Mafimba Motoki, Georges? Ah ben non, je ne sais pas. Alors, vous m'entendez là? Oui. C'est bon, allez-y. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est fait à dessein. Hein, c'est-à-dire que dans le fait d'exister, puisque les gens ne savent pas exister, ils n'existent pas, mais de réhabiliter cette histoire-là et de rappeler qu'il y a un canal historique dans un parti, ça veut dire qu'à un moment donné, la doctrine elle-même, elle risque de disparaître et on ne sait pas pourquoi, on risque de ne plus savoir pourquoi ce parti est né. Oui, donc, voilà. Voilà, la radio de la communauté, nous avons toujours des problèmes à ramener sur le plateau notre frère Moubouma Chéri. J'espère qu'il nous rejoindra dans quelques instants. Nous parlons aujourd'hui, Guy, nous l'avons dit, comment l'opposition peut se ressaisir pour faire, je ne dirais pas barrage, je ne vais pas utiliser ce genre de terme, mais comment peut-elle se ressaisir pour trouver une alternative et se repositionner sur cet échiquier politique et prendre le pouvoir, peut-être dans 2 ans. Car nous savons que le mandat qu'on l'accepte ou non, Guy, le mandat de Denis Sassou Nguesso s'achèvera dans 24 mois précisément, à partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc, comment on s'organise pour anticiper sur les choses? Mais dans un premier temps, nous allons essayer de faire l'état des lieux pour justifier cette problématique d'aujourd'hui. Alors, quel est l'état des lieux selon vous, Georges Tiba? Est-ce que vous pouvez nous donner une peinture globale? Car tout le monde sait qu'il y a la misère et la pauvreté. Est-ce que vous pouvez, en termes simples, dire à ceux qui nous écoutent ce qui justifie justement le départ de Denis Sassou Nguesso, quoi que ce soit une question apparemment absurde? Alors, la question, elle n'est pas absurde. La question, elle est tellement... l'observation du quotidien nous montre qu'il y a la misère du peuple. Oui. Alors, pourquoi y aurait-il la misère du peuple dans un pays aussi riche? Qu'est-ce que c'est qu'être pauvre dans un pays aussi riche? Ça veut dire tout simplement, mais ça a été développé par beaucoup de commentateurs, hein, ça veut dire qu'il y a une question d'incompétence. Hein. Vous savez, l'un des maîtres de l'africanité, de l'africanisme, mais je n'aime pas trop employer ce mot-là, de l'africanité, qui s'appelle Anta Diop. Hein. Anta Diop était préoccupé par 2 choses. D'abord, c'était l'élève de Curie et de Bachelard. Donc, il disait qu'à un moment donné, si le peuple ne prend pas conscience de ses atouts et pas de ses faiblesses, si un peuple ne prend pas conscience de ses atouts, ben il amène tout le pays dans la catastrophe. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, développer ce qu'on appelle idiotie, et en quoi que je conteste le mot idiotie, parce que idiotesse, vous savez, les gens qui ont inventé le tour à moudre, on appelait l'idiot du village. Il y avait beaucoup de cette personne-là. Or, nous, ceux qui sont au pouvoir, là, ils n'ont même pas cette créativité-là. Ils font les choses nanko. Hein, comme s'il fallait punir des gens qui n'ont rien à voir avec leur comportement. C'est un comportement tellement pathologique. Hein. J'essaie d'être vraiment simplifier les choses, c'est que
c'est une maladie que d'être incompétent. Mais c'est une maladie que d'être dans la corruption. Hein? Moi, je dis, c'est Cupidon qui est au pouvoir. J'ai toujours dit ça. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut être cupide à ce point-là? Hein? Ça veut dire qu'à un moment donné, comment on peut aller à l'école? Comment on peut se vanter, baisser le taux d'alphabétisation? On est arrivé à 100 et on a fait baisser. Bon. Enfin, comment est-ce que quelqu'un qui a une économie psychique, mais sérieuse, peut tenir ce genre de propos? L'opposition est appelée à réhabiliter la question de la compétence. Voilà, je vous informe à vous donc, Guy Mafimba et Georges Tiba, que nous sommes maintenant connectés. Nous avions eu quelques soucis de connexion. Nous sommes live sur YouTube présentement, mais nous avions également un tour dans notre sac, un enregistrement qui sera publié à la fin de cette émission. Alors, à tous ceux qui viennent de prendre l'écoute, nous parlons aujourd'hui de l'alternative de l'opposition. Que doit faire l'opposition pour se repositionner sur cet échiquier? Car vous savez que dans cette opposition, il y a tout le monde là-bas. Les pros s'assouent, les proches s'assouent, les corrompus, les bons et les mauvais. Alors, il faut faire le tri et mettre en place une équipe capable justement d'assumer le destin de l'opposition. Pour le faire, j'ai invité Guy Mafimba Moutouki et Georges Tiba. Chéri Moubouma tarde toujours à venir et pourra nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors Guy, sur la même question que j'ai posée à Georges Tiba, nous parlons de la misère au Congo. C'est facile pour vous déjà, sans réfléchir, de penser au gâchis et donc à la société congolaise, une société à deux vitesses où vous avez d'un côté les pauvres, les égoïstes, les riches, et de l'autre ceux qui sont tous les jours en train de mourir de faim et de maladie. Effectivement, pour ajouter à l'approche micro, en faisant l'état des lieux du Congo aujourd'hui, avant d'aborder l'état des lieux de l'opposition et les pistes, effectivement, à l'approche micro de M. Georges Tiba, j'apporterai l'approche macro. Je m'explique. Vous voyez bien, sur le plan institutionnel, M. Denis Sassou Nguesso a pris la responsabilité de faire envahir le Congo par des forces étrangères en 5 juin 77, soi-disant parce que M. Dissouba était en train de mettre en branle la démocratie. 5 juin 77, je n'y reviens pas, une guerre affreuse, fratricide, qui l'a mené au pouvoir. Du 5 juin 97 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes partis d'une dictature sanglante aujourd'hui à une démocrature sur le plan institutionnel. Donc ça a été une supercherie sans précédent dans l'histoire du Congo-Brazzaville où un homme a tué des Congolais en masse, soi-disant pour installer la démocratie, soutenu par Paris. Et aujourd'hui, cet homme nous a installé un régime autoritaire, ce que j'appelle une démocrature, au plan institutionnel. Sur le plan socio-économique, depuis 27 ans qu'il est au pouvoir, messieurs, ceux qui nous suivent, on est passé d'une transition flexible, 5 ans, de la nouvelle espérance, 7 ans, du chemin d'avenir, 7 ans, de la marche vers le développement, 5 ans, et aujourd'hui nous sommes dans le fameux continuons la marche. Tout ça, ce sont les fameux programmes de gouvernement ou de programmes de M. Denis Sassou Nguesso. Et de tous ces programmes-là, M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné une élection. Il s'est imposé par la force et la tricherie. Mais le résultat, c'est quoi? Monsieur Tiba commençait déjà à le dire. Allons au micro. Aujourd'hui, le Congo est l'un des pays les plus endettés par tête d'habitants au monde. Échec. Le système éducatif est dans un état quasiment catastrophique. Le système sanitaire, éducatif, sanitaire. Monsieur Tiba le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, le niveau des élèves au Congo-Brazzaville, même jusqu'à l'université, n'en parlons même pas. Ce Congo, aujourd'hui, ils ont
dernièrement, avec leur recensement, c'est 70% de la population qui est jeune. Elle est à 80% au chômage. Oui. Aujourd'hui, le Congo, au niveau de la corruption, nous battons tous les records, tous les rapports des ONG. Le Congo est toujours placé parmi les corrompus. Ça, c'est au niveau national. Je m'arrête là pour ne pas aller plus loin. Et au niveau international, d'instabilité dans la sous-région, parce que rien que la dernière connivence, alliance avec le Rwanda, fait en sorte qu'aujourd'hui, le Congo peut se retrouver en co-belligérance dans la crise à l'est de la RDC. Et au niveau international, vous voyez bien que ce monsieur est devenu presque un pestiféré sur le plan international, parce que comptez, regardez, si ce monsieur a reçu une seule visite officielle ou une visite d'État depuis compté. Ça veut dire soit comme un mendiant qui va aller chercher des fonds de gauche à droite, soit comme dans une espèce de diplomatie opportuniste où un coup il est avec la Russie, il va pleurer en Russie parce que soi-disant on lui a pris son avion, on lui a bloqué son avion, ou lorsque M. Macron arrive à Brazzaville, il se prend pour un gaulliste. Voilà en résumé l'état des lieux du Congo aujourd'hui, après la forfaiture du général Denis Sassou Nguesso un 5 juin 1997. Mais vous avez oublié de dire que le système est également ruiné maintenant de l'intérieur, avec cette espèce de crise interne, de sortie du député récente. Au plan national, effectivement, parce que lui-même, en fait, parce que le système, le régime congolais fonctionne comme une mafia. Ça veut dire quoi? Ils ont braqué le Congo le 5 juin. Une fois qu'ils ont braqué le Congo, il a laissé à ses oligarques de rentrer dans un système de prédation, de piller là où ils se trouvaient. Donc vous allez voir les écuries de Bouya, les écuries d'Ondongo, les écuries des enfants, les écuries de Jean-Dominique Okemba, les écuries je sais pas, de Silou. Donc, le Congo, c'est un rassemblement des écuries prédatrices qui ont pris le Congo en otage comme un gibier. Ils sont en train de dépecer. Et depuis que le système est devenu crépusculaire à travers l'homme qui est Denis Sassou Nguesso, parce qu'ils le voient, c'est un homme usé, fatigué, dépassé, ne serait-ce que par l'âge. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque écurie est dans une espèce de starting block pour la conquête ou la conservation du pouvoir dans le clan. Voilà exactement cet élément important que j'ai failli omettre, mais qui est fondamental lorsque nous allons commencer à aborder. Voilà, exactement 13h, 3 minutes après... non, 19h, hein, Guy? Non. Il est 19h, 3 minutes à Brazzaville, c'est cela, je crois. Voilà. Nous avons donc sur ce plateau Guy Mafimba Motuki. Georges Tiba a toujours des soucis, hein, Guy, de micro. Alors, nous parlons aujourd'hui de la crise au Congo-Brazzaville, crise multiforme, crise alimentaire, santé, crise politique, crise interne. Je vous posais la question. Alors, cette sortie récente, on va essayer de nous arrêter quelques secondes sur la sortie récente de monsieur, comment on l'appelle, Idover Moani, que je découvre, je connaissais avant, mais sous un autre registre, car j'avais appris que recevant notre ami Diaf Koueta ici, hein, il y a quelques années, qu'ils ont fait l'aventure au Congo-Brazzaville et ça s'est très mal terminé, qu'il aurait pris des sous au dos de ces deux, notamment Nango et voilà, les jeunes étaient donc revenus sans avoir eu ce que Moani leur avait promis. Alors, c'est sur ce chapitre que je l'ai connu à l'époque. Mais je découvre que c'est plutôt un homme courageux. L'a-t-il fait et on constate qu'il est là dans la rue, il n'est pas inquiété, aucune menace d'arrestation. Est-ce parce que la chose a été manigancée d'en haut? Est-ce qu'il y a des gens derrière cela? Est-ce que c'est un moyen? A-t-il servi, comme on le dit ici, de whistleblower, donc jeter le pavé de la mare pour voir un peu ce qui va se passer? Monsieur Idover Moani, vous savez, moi je n'ai pas l'habitude de mettre les gants.
C'est une espèce de Oui, oui. crapule qui faisait partie de celles et ceux qui ont conspiré pour mettre notre pays à feu et à sang. Lui-même, il a reconnu. Il l'a dit l'autre jour d'ailleurs. Oui. Des unités Cobra à l'époque qui ont créé sciemment l'insécurité sous le régime, sous la présidence du président Pascal Lissouba, pour donner des prétextes à M. Denis Sassou Nguesso de rebondir. Mais dans un pays sérieux, ce monsieur serait poursuivi parce qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme lorsqu'ils ont créé l'insécurité. Ils braquaient, ils pillaient et autres. Ok. Maintenant, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ce monsieur est resté dans les entrailles de ce système mafieux, comme je le disais. Et sa dernière fait d'armes, son fait d'armes, c'est lors des élections de 2016, parce qu'il était, soi-disant, député. Moi, je sais pas si. Et puis, il se proclame honorable. Voilà quelqu'un qui se proclame honorable et qui, en fait, lorsqu'on voit sa traçabilité politique, ce n'est qu'une crapule. Moi, je n'ai pas le sang des Congolais dans mes mains, hein, ni le sang des Congolais dans les pillages et autres. Bon. Donc, raison pour laquelle je le dis sciemment, c'est une crapule. Bon, alors, donc son dernier fait d'armes, il le revendique d'ailleurs en 2016. Et moi qui étais à Brazzaville en 2015, déjà pendant la campagne référendaire, j'ai vu comment il y a eu une répression à qui on a donné des armes et des armes blanches pour bastonner, pour violenter nos partisans. Les partisans de ceux qui étaient, nos partisans, ceux qui étaient contre le changement de la Constitution. Donc, il faisait partie des commanditaires de ces jeunes-là. Et lui-même, il a dit comment il a fait. On a les images, et heureusement, comment il a pris des jeunes, alors qu'il est soi-disant député, des jeunes habillés en noir pour intimider et jusqu'à aller poursuivre les candidats comme Mokope Okombi dans la Bouenza. Alors, sa sortie n'est que le prolongement, sinon la matérialisation, sinon l'accélération de la guerre des écuries. Cette fameuse guerre des écuries, donc j'ai commencé à théoriser depuis presque 2 ans, 2 ans et demi. Généralement, vous savez, dans le landerneau politique congolais, on ne reconnaît la capacité des uns et des autres à l'analyse prospective que s'ils ne sont plus de ce monde. Mais je peux aujourd'hui, comme je suis encore vivant, de revendiquer la paternité de cette analyse prospective du fait que ce système va s'autodétruire parce qu'il a été de manière congénitale, ce système était appelé à s'autodétruire parce que ce système fait des écuries. Est-ce que Guy, de ces écuries. Et lui, ce député, est-il ce genre de personne, j'allais dire, utilisée pour faire le sale boulot? C'est-à-dire que maintenant, c'est sur le registre politique. Avant, c'était un bras armé et maintenant, on l'utilise pour faire le sale boulot contre l'autre camp, puisqu'on sait qu'il fait partie d'un camp, d'une espèce d'écurie. Mais bien sûr, comme il fait partie d'une écurie. Donc, c'est un instrument, oui. Voilà, c'est un instrument. Ils sont dans les starting blocks. Et tout au milieu, il y a le guide. Il appelle le guide, M. Denis Sassou Nguesso. Mais ils savent qu'il est crépusculaire. Oui, parce qu'il ne va pas jusqu'au fond des choses. Il considère Sassou comme un homme immuable, comme le modèle. C'est parce que c'est le dénominateur commun qui a proposé, m'a pas proposé, qui a promis la succession à chaque chef d'écurie. Et lui, il a un chef d'écurie. Mais non, comme ils sont dans une espèce d'étape, il faut se neutraliser les uns contre les autres. Et donc, lui, il a lancé l'offensive contre l'écurie de Jean-Dominique Okemba, parce que Ndenge, c'est Jean-Dominique Okemba, pour neutraliser celui qui est un peu le bras armé de l'écurie de Jean-Dominique Okemba, qui s'appelle M. Ndenge, avec ses forces parallèles, pour lui dire attention, vous êtes en train d'accélérer la chute du régime, et bien de toutes les manières, vous avez des armes, nous aussi on a des armes. Donc c'est un peu l'équilibre de la terreur. C'est la dissuasion des crapules, si je peux m'exprimer ainsi.
Mais qui est victime, monsieur? Qui est victime? C'est le Congo et qui sont les victimes? Le Congo et les Congolais. Le Congo d'abord, lui il a dit, mais c'est un monsieur qui est cohérent. Hein? Quand je dis crapule, c'est par rapport aux actes qu'il pose. C'est un monsieur cohérent. C'est un monsieur, oui, il est cohérent, qui manie très bien le langage et tout. Il est cohérent. Il le dit d'ailleurs, il dit, mais quel est l'investisseur sérieux qui peut venir investir dans un pays dans une insécurité totale? Mais ce qu'il dit sur l'insécurité, monsieur, mais nous le disons depuis 10 ans. Il nous rejoint, très bien. Mais on ne va pas faire entrer un loup dans la bergerie parce que c'est un loup, ce monsieur. Est-ce qu'il est sincère? Je n'y crois pas. Parce que lui, il estime que si on y prend garde, ils vont perdre le pouvoir. Ce n'est pas le Congo qui va perdre le pouvoir. Eux, ils vont perdre le pouvoir. Mais est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est ministrable? Parce que bon, vous avez relevé l'art de manier les syllogismes et autres, d'éblouir, d'épater ceux qui l'écoutent, mais est-ce que à la tâche, comment on pourrait le juger? Mais non, mais dans un pays sérieux, ce monsieur doit d'abord répondre de ses actes. Il est responsable. Oui, parce que j'ai suivi Kimpo qui disait il a tué, donc il faut. Il a pillé. Est-ce que c'est pas on ne peut pas dans un pays continuer à prôner la force, le droit de la force sur la force du droit. Ces gens, en tout cas une catégorie de ces gens, même ceux qui aujourd'hui, il y a certains qui se disent de l'opposition, mais ces gens, nous devons passer par la case justice. Moi, j'ai toujours pensé que nous devons passer par la case vérité, justice, réconciliation. Le triptyque qu'a su utiliser l'Afrique du Sud. C'est pas que je suis un revanchard. Moi, je ne peux pas être un revanchard parce que le Congo aura besoin de tout le monde et besoin de tout le monde. Chacun peut se racheter, mais à condition que les gens passent par la vérité, la justice, et puis on va se réconcilier. Vous savez, je suis ancien conseiller de Yombi Opango, et j'ai appris de ce monsieur le pardon, la réconciliation et la capacité de se remettre en cause. Ngwabi, je le convoque là. Voilà. Je ne suis pas un reporter, je ne suis pas un haineux, mais ils ont posé des actes. Voilà, j'ai donc Monsieur Moubouma au téléphone, mais nous avons tenté, doyen, de vous amener sur le plateau, mais en vain. Alors Georges, tu es revenu, je crois. Hein? Je vois des soucis de connexion. Georges. Alors, Georges. Je suis pas seul, bon, voilà, Georges est là. Alors Georges. Oui. Ah, oui, il est là. Voilà, nous parlions du député. Bon, il y a doyen Moubouma Chéri qui est au téléphone. Je crois que vous allez. Est-ce que voulez-vous intervenir au téléphone? J'ai une question à vous poser rapidement sur le député Mouani qui a fait une sortie là, il y a plus d'une semaine déjà. Et voulez-vous répondre à ça? Bon, voilà. Donc, je vous rappelle dans quelques instants sur d'autres aspects de cet entretien. Je rappelle que nous sommes sur le plateau et nous abordons la question de l'opposition. L'opposition, une opposition qui souffre d'histoires d'ego, désorganisée, de corruption et autres. Comment faire pour que cette opposition se ressaisisse, justement pour affronter les défis qui se posent à elle d'ici 2 ans. Voilà. Georges Tiba, nous parlions du député Mouani. Vous vous souviendrez que dans sa récente sortie, j'allais dire, ce député avouait les crimes posés sous le régime de Lissouba, et Guy Mafimba vient de le relever ici. Guy Mafimba le considérant comme une espèce de crapule. J'espère que dans l'opinion, les gens comprennent ce que ça veut dire quand on parle de crapule. Alors, Georges Tiba, comment voyez-vous cet homme? Doit-on voir en lui une espèce de clientélisme politique? Est-ce que c'est cette histoire de Nzala qui l'aura poussé justement à faire cette sortie, car il lui-même dit qu'il a des problèmes de payer les factures de ses enfants? Bon, dans l'opinion, on nous dit qu'en fait, indirectement, il parlait de tous les enfants du Congo qui ont des problèmes de scolarité, qu'il parlait de tous les Congolais qui ont des problèmes de santé. Voilà. Est-ce que
une appréciation sur cette sortie de M. Moani, le député. Mais vraiment, on devrait nous épargner de cette théâtralité. On devrait théâtralité, vous dites théâtralité? Mais j'ai un peu plus loin quand ici, hein, ceux qui voient que bon, il y a encore des problèmes, Georges. C'est regrettable. Guy, nous avons trop de soucis. C'est regrettable, hein, parce que je fais, je fais tout ce qui est possible pour passer. Il va falloir que je change de matériel. Hein. Bon, vas-y, continue. Ou bien tu changes de pièce, en fait. C'est un problème de signal. En fait. Oui, c'est vrai. Le signal est un peu étouffé. Hein. Tu as un portable, un smartphone, c'est ça? Et je suis sur, comment on appelle ça, Samsung. Oui, c'est pas Wi-Fi. Hein. Si tu utilises ta connexion, c'est pas Wi-Fi. Il est au Wi-Fi, hein. Il doit être au Wi-Fi. Je suis en Wi-Fi là. Hein. Ben dans ce cas, il faut peut-être te rapprocher parce que ça doit être le signal. Oui. Il y a des soit un mur et autres. Oui, absolument, oui, je crois que c'est ça. Donc, il faut se rapprocher d'où est émis le signal, en fait, de la connexion. Il faut se rapprocher tout simplement. Voilà, essaie de faire ça parce que nous avons besoin de... Il faut se rapprocher du modem. Rapproche-toi du modem. Ben, c'est moi, je suis en haut. Hein. C'est en bas, là-bas, c'est occupé, il y a du monde. Ah, donc, ben voilà. Okay. Bon, voilà, essaie rapidement de répondre. Bon, voilà, là, il nous met de l'écho maintenant. Mais ce que je dis, que on a une théâtralité. Il y a un comportement, comment dire, tout là qui est là, ce qu'on appelle la nana. Quand il reproche au ministre de méprisant, donc il essaie d'exister dans plusieurs curies là. Il semble-t-il. Voilà, c'est tellement haché qu'on ne peut pas donner de la peine à l'auditeur. Alors, Guy, nous allons... je crois que vous avez répondu sur la question de savoir s'il est pour vous ministrable. Est-ce que ma question a un sens? Est-ce qu'il a les réflexes de diriger l'État? Parce que ma question en cache une autre. Il dit de Mbulu que c'est un mauvais ministre, de Ndege que c'est un mauvais directeur de... bien sûr, au vu de ce que nous constatons, l'insécurité, est-ce que lui pouvait mieux faire? Allez-y. Là, par contre, il y a une nuance à faire. Oui. Il a fait d'excellentes propositions sur ce que moi j'appelle la doctrine de défense et de sécurité. En fait, il a voulu dire tout simplement que ils doivent, les services de sécurité, face au défi des bébés noirs, ils doivent refonder leur doctrine. C'est ce qu'on appelle la doctrine de sécurité et de défense. Mais il a fait d'excellentes propositions. Mais de là à devenir ministrable, bon, être ministre, c'est pas forcément avoir les bonnes propositions. C'est aussi la moralité, c'est aussi la traçabilité, c'est aussi ton casier judiciaire. Et donc, dans un pays sérieux, ce monsieur est disqualifié pour être ministre. Mais comme maintenant au Congo, bien entendu, lorsque M. Guy Mafimba sera aux affaires, c'est un monsieur, comme j'ai dit, mais il faut passer par la case vérité, justice et réconciliation. C'est la moindre des choses, ne serait-ce que pour lui-même. Mais en termes de propositions, moi, je partage un certain nombre de pistes qu'il a proposées. Et croyez-moi, moi-même déjà, personnellement, j'ai eu à faire ce genre de propositions d'autres plateformes médiatiques. Est-ce que vous pouvez les schématiser pour ceux qui nous écoutent rapidement? Déjà, refonder la doctrine de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous avons une force publique, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et l'armée, pléthorique, avec des gros moyens. Mais lorsque vous voyez le résultat est médiocre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème de doctrine. Qu'est-ce qu'il faut faire? La doctrine, ça veut dire quoi? La doctrine, c'est d'abord d'identifier les défis.
Nous avons aujourd'hui un défi des questions de, comment on appelle ça, d'incivisme et d'insécurité au niveau national. Premier défi. Deuxième défi, nous avons un problème du personnel, le recrutement du personnel qui se pose. Troisième défi, comme un pays, nous sommes un pays qui constitue ce qu'on appelle une centralité géostratégique. Parce que nous avons des hydrocarbures et des matières premières rares qui sont convoités. Donc, quand un pays est convoité, il faut avoir une force publique capable d'être à la fois dissuasive et d'identifier toutes les formes d'infiltration. Donc, 3 défis. À travers ces 3 défis, je prends par exemple le premier défi d'insécurité. Il a dit, aujourd'hui, les bébés noirs, c'est quoi? Les bébés noirs pour une petite ville comme Brazzaville, je prends le cas de Brazzaville, je vais m'arrêter là sur les propositions. Parce que c'est des tricheurs, ils vont tout tricher, ils vont mal. Absolument. Bon, par exemple, les bébés noirs, qu'est-ce qu'il faut faire? Les bébés noirs, et j'ai vu M. Moulou sortir pour parler des fameux chefs de quartier. C'est de la rigolade, c'est pas leur job. Au Congo, il y a ce qu'on appelle le département des renseignements généraux. Il y a les renseignements généraux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au temps de Golondélé, il y en avait. Au Congo aujourd'hui, quand quelqu'un travaille dans les renseignements, tout le monde dans le quartier sait qu'il travaille dans les renseignements. Mais au temps du général Golondélé, c'est pas parce que c'est mon oncle, mais il a fait du bon travail. Tu ne savais pas qui est de la sécurité ou pas. Donc, les renseignements généraux doivent être introduits dans les quartiers pour identifier les meneurs et les centres de vente de la drogue et autres. Oh là là. N'est-ce pas? Et c'est eux qui seront en capacité d'emmener les informations sur les sites, sur les hommes et sur les meneurs. Une fois qu'on a eu ça, maintenant, il faut chercher à les neutraliser. Mais le problème, ce n'est pas de les tuer comme on le fait là. On ne tue pas. On les prend, on les emmène dans les fameux centres. Mais ça, ce n'est qu'un maillon, monsieur Jean-Louis. Mais en fait, le problème de l'insécurité la problématique de l'insécurité est transversale. D'abord au niveau des familles. Qui dit famille, c'est-à-dire qu'on doit avoir un père, une mère qui puisse avoir au moins des moyens pour éduquer leurs enfants. Il faut avoir une école qui éduque les enfants, ce que nous n'avons plus. Je vous ai dit tout à l'heure, il a détruit l'éducation, les écoles, et les familles aussi, le noyau cardinal est détruit. La famille est détruite au Congo aujourd'hui. À l'époque, au Congo, on avait une classe moyenne. Ça n'existe plus. Ou tu es riche, ou tu es pauvre. Donc, je dis la famille, l'école, et bien entendu, les pouvoirs publics pour réprimer et identifier et réprimer ceux qu'on peut insérer et ceux qu'on peut mettre en prison. Voilà exactement ce qu'il faut faire au niveau de la sécurité. Mais ce qu'ils font, eux, c'est tout le contraire. Et je parlais tout à l'heure du personnel. Vous voyez bien que beaucoup de bébés noirs sont en complicité avec des policiers. Ils sont eux aussi les bébés noirs. Et je terminerai à une chose, mais qui est aussi important, qui est tout aussi important. Georges, il y a de l'écho chez toi. Lorsque vous voyez un colonel, voleur, brigand, quasiment criminel, c'est ce qu'on appelle un bébé noir en col blanc. Et au Congo aujourd'hui, tous les voleurs, tous les ministres voleurs, tous les DG voleurs, mais ce sont des bébés noirs en col blanc. Comment voulez-vous que le jeune bébé noir, ou bien le jeune qui est dans un quartier, qui pense que pour la réussite sociale, pour réussir dans la société, il faut être un voleur, comment voulez-vous qu'on ne puisse pas créer les bébés noirs? Donc voilà un peu de manière dispersée ce que je peux dire sur les préconisations et quelques-unes des préconisations que j'ai partagées que j'entérine oui. de M. Idever Moani. Donc c'est pas une fatalité, mais comme on dit, le poisson pourrit par la tête. Et comme la tête de notre pays, de notre État est pourrie, bah bien entendu, on a des bébés noirs. Ce n'est que les bébés noirs ne sont que les victimes d'un système de prédation, de criminalisation et de déliquescence de l'État congolais. Voilà, on peut retenir que M. Moani n'est pas allé jusqu'au fond des choses en proposant justement le départ de Denis Sassou Nguesso, car la condition
Suis-je là en train de me tromper? Peut-être pas. Mais non, vous avez traduit de manière factuelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Voilà, poisson pourri donc, par la... Le voilà, premier, c'est parce que cela. moi, le terme, ce n'est pas injurieux ce que je dis. Mais Voilà. Denis Sassou Nguesso peut être considéré comme le premier bébé noir. Parce que ce qu'il pose comme acte, tant sur le plan par rapport à son statut, les actes qu'il pose ne sont pas loin des actes que pose un bébé noir. Mais lui, il pose des actes en tant que bébé noir en col blanc. Oui. Malheureusement, il faut le dire. Hein? Alors, nous allons voir. Oui. Lorsqu'on défraye la chronique, un chef d'État qui défraye la chronique partout dans le monde, comme étant impliqué dans une histoire de détournement d'argent, impliqué dans une affaire où son avion a été saisi et vendu, comme dans une affaire où lui, il est le chef, comment ils appellent ça là, le chef de la magistrature, hein, le premier magistrat congolais. Oui. Et tous les magistrats, c'est des voleurs, c'est des bandits et autres. Bien entendu. Donc vous êtes le premier bébé noir. Vous n'êtes pas l'exemple. Tout à l'heure, on parlait de Mariam Gwabi. Mariam Gwabi était exemplaire, raison pour laquelle il exigeait de l'exemplarité à ses collaborateurs. Et il a été tué. Voilà, merci Guy. Exactement 13h26 à Chicago. Nous avons Guy Mafima sur le plateau qui me reste, car Guy, notre ami Georges, vous n'avez pas besoin de réécouter l'émission car ça nous fait de l'écho. Hein. Ce n'est pas potable pour les auditeurs. Alors Guy, face à ce sombre tableau que nous venons de peindre du Congo-Brazzaville sur tous les plans, bien sûr, on a oublié d'évoquer même la situation des décès, je crois, Angola Libre et autres faits tout récents, des cas qui s'inscrivent dans le droit fil de ce que nous déplorons là-bas, des dérives de la police et de la gendarmerie. Alors, quelles sont les cartes de M. Sassou Nguesso? On a toujours vu qu'à l'orée des élections, il s'offre beaucoup de scénarios, plusieurs scénarios. Est-ce que vous pouvez, pour la gouverne de nos auditeurs, nous dire ce qui fourmille dans sa tête déjà? Quels sont les scénarios en vue chez Sassou pour se maintenir au pouvoir? Alors, nous sommes à 24 mois. Ces 4 mois, comme d'habitude, il va chercher à respecter son calendrier, comme le fait Poutine. Hein? Et c'est ce qu'on appelle une démocrature, c'est-à-dire un régime qui a une vernis, qui se met un vernis démocratique, un masque, en organisant les élections et autres, en ayant 2 chambres, en ayant des contre-pouvoirs. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle une démocrature. Pourquoi? La démocrature, un des éléments, c'est de créer sa propre opposition. Nous sommes le seul pays au monde où on nomme le chef de l'opposition, qui s'appelle Tati Mabiala. Donc, qu'est-ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait? Il a créé son opposition, c'est ce qu'on appelle l'opposition du pouvoir. Vous allez voir Tati Mabiala de l'UPADES, les Nick Fila, les autres, les Kambungu, je ne sais pas quoi là. Voilà, il y en a comme ça, l'opposition du pouvoir. Il y a une opposition au pouvoir, dont on peut faire partie, on peut dire l'opposition, la fédération de l'opposition et d'autres formations politiques, mais qui sont quasiment, qui vivent dans une espèce de terreur du pouvoir. Tu lèves trop la tête, ben tu te retrouves en prison. Et ceci est illustré par aujourd'hui la prise en otage, je dis bien, la prise en otage du général Jean-Marie Michel Mokoko et de André Okombi Salissa, pour la simple raison que ceux-là avaient le statut véritablement d'opposition, mais pas l'opposition armée, l'opposition d'idées. Et il y a une troisième composante, c'est le peuple aujourd'hui. Donc, si la première opposition, c'est une opposition que M. Sassou Nguesso a créée, la deuxième opposition qui est tenue par en laisse, mais dans une espèce de terreur, et il y a une troisième opposition qui est le peuple, M. Jean-Louis. Écoutez-moi bien. C'est aujourd'hui le peuple qui représente la plus grande opposition. Mais ce peuple est en quête de leadership. Ce peuple est en quête d'orientation stratégique et programmatique pour créer un rapport de force afin de faire échec à l'agenda
dans les deux... On va en parler, nous verrons dans quelle mesure. Mois, voilà, dans les 24 mois qui restent pour que M. Sassou Nguesso organise encore son fameux... Ne quitte pas. Organise encore son hold-up électoral. Mais pour répondre à vos questions, aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso a commencé à manœuvrer. Les gens n'ont pas suivi. M. Basseïla, il est le numéro 2 du Conseil national du dialogue que préside comment il s'appelle, Méry Martin, le vieux Méry Martin. Passez-moi le terme. Une autre crapule aussi qui a toujours accompagné M. Denis Sassou Nguesso dans ses sales besognes. Et il est passé à Télé Congo il y a 3 ou 4 jours pour dire ceci. Écoutez-moi bien, et ça a échappé à beaucoup de Congolais, qu'ils sont en train de vouloir organiser un dialogue pour faire quoi? Pour faire en sorte que, il a dit, pour faire en sorte que on puisse créer un poste de vice-président dans l'architecture institutionnelle du Congo-Brazzaville et qu'on fasse en sorte qu'un certain nombre d'élections passent au suffrage direct, au suffrage indirect. C'est-à-dire que les deux chambres réunies vont voter, on ne sait qui. Première manœuvre. Deuxième manœuvre, ça s'est passé hier. Monsieur Mboulou, pour soi-disant mettre matérialiser la fameuse recommandation de leur fameux dialogue de la biométrie, avait fait venir, inviter un certain nombre de partis politiques de l'opposition, des partis politiques. Comme par hasard, il a choisi ces partis politiques avec Jati Mabiala. Et une bonne partie de l'opposition, la vraie opposition, et la vraie force aussi, hein, parce que les Kiambungu, voilà, ils ont été écartés. Ils ont fait d'ailleurs une déclaration hier pour dire on ne comprend pas. Mais c'est une deuxième manœuvre. Parce qu'ils veulent mettre en place cette biométrie en essayant d'avoir déjà la maîtrise du corps électoral biaisé. Et la dernière manœuvre qui continue ainsi à échapper à tout le monde, M. Denis Sassou Nguesso veut créer 3 départements. Le département de l'Alima pour affaiblir la cuvette centrale, c'est-à-dire qu'il vise la partie Owando-Makwa, très hostile à son pouvoir. Le département de Mbé pour affaiblir, diviser le pool, pour affaiblir la partie hostile. Et un autre département, je crois, du côté de la Bouinza. Donc voilà, trois manœuvres. Là, vous avez l'exclusivité. Parce que j'ai souvent tendance à être en avance par rapport à l'analyse prospective. Et ça a échappé à tout le monde. Mais M. Guy Mafimba, c'est un homme politique avisé. Comme nous, on dit à Potopoto, na Timbeli vieux, déjà manœuvre bandit. À travers ces deux. Comme on dit aussi que Nazo Kote la Bango Kuna, donc Masolo Akati, tu en as aussi. Voilà, alors, voilà, donc Guy Mafimba venait là de nous peindre ces cartes, ces scénarios de Denis Sassou Nguesso. Alors, comment allez-vous faire pour justement perturber pour utiliser une expression que vous aimez, cette vue programmatique de Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir? Vous avez déjà un premier problème, je vais évoquer les Tsati Mabiala, vous avez Esprit UPADES, vous avez le Yuki qui a une crise. La crise interne des partis de l'opposition est déjà une espèce d'entrave à cela. Commencez par là et puis nous passons à un autre aspect. Je pense qu'il faut faire le deuil de l'UPADES tel qu'il se présente aujourd'hui, de Yuki tel qu'il se présente aujourd'hui. Le PCT le pouvoir a déjà mis la main là-dessus. Il faut faire le deuil de ces partis politiques-là, on va dire historiques ou traditionnels. Yuki, UPADES. C'est-à-dire, faire le deuil, c'est quoi? Mais faire le deuil, c'est-à-dire, il faut peut-être aller coopter un certain nombre de cadres et leur expliquer que ce n'est pas à travers ces partis politiques-là que nous pourrons créer les conditions permissives pour créer le rapport de force contre le pouvoir pour les 24 mois qui suivent. Ce n'est pas dans le cadre de ces partis politiques-là. Parce qu'il y a plus, passez-moi le terme, des gens qui sont dans la compromission, sinon des traites, que des gens qui sont de l'idéal. Prenons le cas de l'idéal Chouki.
Qui encore se souvient du testament? On parlait de christique tout à l'heure, des testaments christiques de Kolela. Je suis en train de me battre sur mon lit de mort. Continuez à vous battre pour vos enfants et autres. Qui à l'IDH qui encore pense à ça? Ils sont moins nombreux. Il y a des jeunes que je connais dans la diaspora, comme 2 ou 3 jeunes que je connais, qui sont encore, mais à Brazzaville, il n'y a pas. UPADES, il faudrait que l'UPADES, le courant que nous avons vu là, en train de remettre en cause Tati Mabiala, aille jusqu'au bout, quitte à créer un clash avec Tati Mabiala pour faire renaître l'UPADES du professeur Pascal Lissouba. Voulez-vous parler de l'esprit UPADES? L'esprit UPADES. Ils doivent aller au clash. Ils doivent arrêter avec les fameuses, comment vous l'appelez, les conventions, les conférences de presse. Quand c'est comme ça, vous organisez une convention ou une assemblée générale, vous déposez Tati Mabiala. Maintenant, au pouvoir, s'ils sont forts, de disqualifier tel ou tel camp. C'est comme ça qu'il faut faire. La politique, c'est aussi un moment aller à l'affrontement, dans le sens politique du terme. Alors, oui, vous voyez donc une espèce de mollesse dans leur style actuel. Hein. Bien entendu, ils sont dans une espèce de mollesse. Ça fait combien de temps qu'ils parlent de l'esprit UPADES? Il faut aller au bout. Ils organisent une assemblée générale. Ils déposent Tati Mabiala en prenant en compte un certain nombre de dispositions de leur texte. Ils peuvent le faire. Nous, on l'a fait pendant le changement de la Constitution. Nous avons organisé une assemblée générale. Comme le président Yombi, paix à son âme, a voulu remettre en cause ce que nous avons entériné en plein comité directeur, nous avons organisé une assemblée générale avec le professeur Tchomambe. Nous avons pris nos responsabilités et nous avons suspendu tous ceux qui ne voulaient pas respecter les textes du parti. Lui-même, le chef, le patron. Et c'est mon père, hein. C'est mon père politique, hein. Mais je lui ai dit en politique, en général, c'est vous qui m'avez appris. Voilà, il n'y a pas les histoires de papa ou machin quoi. La politique, c'est la politique parce qu'on joue là notre vie. Voilà. Donc, c'est parti traditionnel. Et est-ce que vous pouvez vous arrêter sur le Yuki où on a vu des espèces de bagarres, d'histoires de corruption, de monopole et autres? Quelle thérapeutique faut-il pour le Yuki? Le Yuki, les deux camps sont compromis. Les deux camps sont compromis. Que ce soit celui qui a fait son congrès pourri là, et l'autre camp, les deux sont compromis. Alors, moi je pense que l'idéal de Paco ne viendra que d'un homme qui sortira comme un chef de la meute, qui sera en symbiose avec les militants. Et la force de Yuki, sinon le MCDDI, c'est qu'ils ont une base intacte. Il suffit d'avoir un chef de la meute qui soit en capacité d'orienter dans le contenu et la forme l'idéal d'abord MCDDI et Yuki, et il va avoir du monde autour de lui. On dira toujours, déjà lorsque vous mettez la forme, vous mettez le fond, l'argent va arriver dans le contexte du Congo aujourd'hui. L'argent va arriver. Raison pour laquelle je dis il y a des partis politiques historiques traditionnels dont moi, Guy Mafimba, j'ai pas trop de... Mais Guy, il n'y a pas que ces partis, il y a des groupements, notamment le vôtre, où vous-même vous avez été victime, on vous a fait débarquer voilà, là-bas on a vu par exemple Collard nous parler d'un débattello qui s'est rendu au Sénat. Est-ce que alors cette histoire, c'est quoi? C'est une inconséquence idéologique ou manque de sincérité? Comment qualifiez-vous cela? Non, c'est des grands frères qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent prendre leur retraite politique. La politique, lorsque vous êtes dans la compromission, vous ne pourrez pas aller plus loin. Ce qui fait la force de Sassou, c'est qu'il maîtrise un certain nombre d'acteurs politiques au niveau de la fédération. Là. Les trois qui m'ont attaqué à l'époque, le vieux Mirassa, Ndemba Tello et Mompouya, je leur avais prédit
que votre fameuse fédération va mourir de sa belle mort. Vous entendez encore parler de cette fédération-là? Est-ce que vous... Non. Moi, aujourd'hui, cette fédération, Alors, nous avons deux leaders. le direct est un peu attaqué. Il faut nous mettre des lives parce que je sens qu'il a des problèmes. Ceux qui sont connectés, je vous ai vus. Mettez-nous des likes, mettez-nous des j'aime pour sécuriser ce direct. Allez-y, Guy. Nous avons prédit qu'elle va mourir de sa belle mort. Mais par contre, ce qui aujourd'hui fait en sorte que je continue à être à fond dans cette fédération, parce que nous sommes les membres, je suis membre fondateur du FOCAD en passant par l'IDC à la composante J3M. Et donc, comme j'ai deux leaders, nous avons deux leaders, deux frères qui sont encore en prison. Moi, Guy Mafimba, je suis un homme loyal. Je vais continuer à me battre pour leur sortie. Parce que la libération du Congo aussi partira de leur sortie. Mais par contre, je suis aujourd'hui IDC. Moi, je suis IDC. Je leur ai laissé dans leurs histoires à dormir debout de la fédération. Je suis IDC parce que je suis membre fondateur de l'IDC, Initiative pour la démocratie au Congo, dont le leader est André Okombi Salissa. Donc, je suis en même temps le représentant. Mais par ailleurs, j'ai des relations avec Mokoko et je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour travailler pour la libération du général Mokoko. J'ai besoin je n'ai besoin de qui que ce soit, je le souligne. Donc, vous avez besoin du peuple. Oui, non, de qui que ce soit, c'est-à-dire des dirigeants de la fameuse fédération. Les trois. Alors est-ce que je voudrais vous... Est-ce qu'on peut prendre ce concept, le tirer de la science? Doit-on parler d'une espèce de gang politique qu'il faut mettre de côté, comme au laboratoire, la gang elle est mise de côté et puis bon, le produit fini. Est-ce que c'est cela qui vous reste pour faire ce fameux front de l'opposition? Mais bien entendu, c'est-à-dire que je parlerais plutôt d'une espèce d'hommes qui sont dans une espèce de connivence avec le générationnelle, connivence générationnelle avec Denis Sassou Nguesso, dans la fameuse opposition au pouvoir. L'opposition est réglée, les Tchaki Mabela. Mais l'opposition au pouvoir, il y a aussi encore des gens qui sont de la compromission générationnelle et qui sont en train de vouloir nous retarder dans notre processus de changement véritable. Parce que ces gens sont tenus par Denis Sassou Nguesso. Mais évidemment, moi j'ai découvert comme vous ce qu'a dit Nicolas sur M. Dematello. Et je mets à défi quiconque. Effectivement, il était chez le président du Sénat pour aller rencontrer qui? Le président du Sénat. Pour parler de quoi? Alors que ses collègues de la fédération n'étaient même pas au courant. Il est passé déposer une lettre pour parler de quoi? Vous voyez bien que quand ils m'ont attaqué, c'est parce que tout simplement, j'étais dans le langage de vérité. Et l'histoire finit par rattraper les gens. Alors Guy, j'ai des soucis ici. Hein. Voilà, c'est déjà l'écran qu'on est en train de brouiller. Hein. Allez-y. C'est une émission inaugurale. Je rappelle à ceux qui sont connectés que nous faisons une émission inaugurale de la plateforme de Paris, dont je n'en suis d'ailleurs pas propriétaire, mais pour lancer les choses, j'ai été choisi de présenter cette émission et écho de la diaspora africaine de France. Alors, nous avons Guy Mafimba qui est là. Nous parlons des cartes de l'opposition. Que doit faire l'opposition pour justement se repositionner d'abord, faire le tri, faire la toilette dans ses rangs? Guy Mafimba, nous avons essayé de faire une espèce de déblayage de terrain, mais il y a un dernier problème qu'il faut régler, notamment au niveau de la diaspora et même au pays, le problème des égos. Car vous avez, par exemple, en France, beaucoup de groupes, au Congo des groupes, tout le monde veut être patron, tout le monde veut être chef, peut-être pour facilement rencontrer Denis Sassou Nguesso et se faire payer. mais malheureusement pour eux, Denis Sassou Nguesso sait qui est qui. Donc, c'est un flic, Denis. Donc, tu as beau venir faire le malin ou la bomboulage devant Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso saura que dit, mais je peux te donner l'argent aujourd'hui, les problèmes ne vont pas s'arrêter parce que je sais les gens qui me mettent les bâtons dans les roues. Il y a des gens, ils peuvent prendre la parole aujourd'hui chez toi, ça ne va pas bouger du côté de Pilar ou du palais de Plateau.
Mais modestement, nous autres, lorsqu'on parle, on sait pertinemment qu'il y aura des dégâts. Raison pour laquelle la question que vous posez, lorsque nous avons déblayé sur l'opposition qu'a créé le pouvoir, l'opposition au pouvoir, notamment la fédération et les autres composants. Mais je vous ai parlé de la troisième opposition, le peuple, qui est en quête de leadership, des leaders, d'orientation stratégique et programmatique. Et en cela, je pense que dans les 24 mois qui suivent, là, et monsieur, vous avez encore l'exclusivité, nous sommes en train de travailler avec des acteurs à Brazzaville, au Congo, des acteurs dans la diaspora, quand je dis diaspora, ce n'est pas seulement la France, et des alliés régionaux, sous-régionaux et internationaux pour mettre en place les conditions permissives à travers un véritable dynamique citoyenne, je préfère parler de dynamique citoyenne, qui sera l'alternative crédible à M. Denis Sassou Nguesso. Pour ne serait-ce que être capable comment dirais-je, d'être là au temps T lorsque les 4 cas de figure que je vais vous lister vont se présenter. Cas de figure, monsieur. Nous avons des problèmes chers amis, nous avons des problèmes de connexion, Guy. Mais oui. Je sais que j'ai un enregistrement. Allez-y rapidement avant qu'il ne nous terrasse là. Pour qu'on nous arrête pas. Premier cas de figure. Vous voyez bien, on a parlé des dissensions internes aujourd'hui dans le système. Et lorsqu'il y a un système est à ce point crépusculaire, on peut se retrouver dans la situation de Zimbabwe, où on a pris Mugabe, on l'a mis quelque part, et il y a des gens qui ont pris le pouvoir. Ou dans la situation de la Tunisie, avec le président Bourguiba. Premier cas de figure. Mais nous devons être en capacité, la troisième composante de l'opposition, avec un leadership incarné, avec un contenu et un contenant, d'être capable de se mettre en boucle si ce cas de figure se présentait. Deuxième cas de figure, il y a une crise sociale, économique et financière criarde, sans précédent au Congo aujourd'hui. Les gens continuent à sous-estimer les Congolais. Mais une espèce d'insurrection populaire, parce que les Congolais en ont marre, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils sont au chômage, ils sont dans la misère, peut se déclencher au Congo-Brazzaville aujourd'hui. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Parce que, voilà. En raison de la violence même, du caractère criminel du régime. Voilà. D'autant plus que, voilà, en raison de la violence du régime, et surtout aussi de la violence du fait qu'on n'a plus une institution capable de contenir une explosion sociale. Parce qu'aujourd'hui, il le disait, hein, il devait Mwani, que les armes sont partout. Vous imaginez dans un pays comme le Congo aujourd'hui, avec ces bébés noirs là qui se retrouvent avec des armes, mais on risque de se retrouver dans une situation compliquée. Alors, deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, M. Denis Sassou Nguesso, par magie, par extraordinaire, retrouve la raison et dit, bon, écoutez, le pays est dans une impasse, comme on dit au Congo, une crise multidimensionnelle. Je libère les prisonniers politiques. Je demande à ce qu'on se retrouve autour d'un dialogue. On trouvera le mot, je ne sais pas trop, et voir comment nous allons sortir par le haut. Ça, c'est la qualité des hommes d'État. Je continue toujours à penser que M. Denis Sassou Nguesso peut se racheter pour sortir à travers un portique républicain et de se mettre à la dimension de Marien Ngouabi. Nous sommes au mois de mars, quand il a convoqué la conférence nationale en février 1972. Quand il a convoqué la conférence nationale, c'était après le coup d'État de Ol Jawara. Marien Ngouabi, personne n'a lui dit quoi que ce soit. Il a dit, venez, on va discuter. Troisième cas de figure. Et le quatrième cas de figure, par miracle, ce qui je n'y crois pas, mais par miracle, M. Denis Sassou Nguesso arrive jusqu'en 2026 et il dit qu'il va organiser son hold-up électoral. Nous devons être en capacité de dire, tu veux organiser les élections, nous devons y être. Et moi, je vais vous faire l'exclusivité. Monsieur Jean-Louis. Allez-y. Monsieur Guy Mafimba,
aujourd'hui, se dit, il est plus que temps. Le Congo m'a tout donné. Rien ne change. Monsieur Guy Mafimba, comme nous on dit à Potopoto à Libaya. C'est-à-dire, je dois affronter les voleurs, les tricheurs du PCT s'il le faut. Et si le peuple, ceux avec lesquels les citoyens nous donnent la possibilité, dans le cadre populaire, allez-y, allez-y. De résister, oh là là, ce système PCT, éléphant, je n'exclus plus rien. Parce que le combat contre ce régime m'a pris pratiquement 30 années de ma vie. Je vais prendre le risque d'interpréter vos propos, c'est-à-dire que Ogoti Kabamburger Napoto, tu es prêt à quitter la France d'ici là pour aller t'installer au Congo et te préparer à affronter ces échéances. Voilà. Tout est progressif. Hein. Je vous ai parlé de 4 cas de figure. Est-ce que vous pouvez attribuer des pourcentages je sais que c'est difficile, ces 4 figures, lesquels vous paraissent les plus plausibles, parce qu'il y a même un que vous avez presque répudié. Quel est le scénario dans la tête de Sassou qui marcherait plus facilement? Est-ce que vous attribuez à tout ça les mêmes pourcentages? Certains vont me traiter de naïf ou de quoi que ce soit, surtout les esprits tordus. Ils vont dire, oh oui, Sassou Motatindi, comment le Makamandengwana. Vous savez, j'ai vécu en Pila. J'ai fait tomber les mangues devant la parcelle de M. Denis Sassou Nguesso en Pila. C'est notre vieux. Hein. J'ai l'âge de sa défunte fille, Edith, qui a une sœur. Et j'ai toujours pensé que ce monsieur, voilà, dans une espèce de période, d'étape, des derniers, voilà, de sa vie, peut avoir une espèce de sursaut dans une espèce d'éthique de responsabilité, de patriotisme, de se dire les amis, les frères, les enfants, les petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, même les petits-enfants sont devenus les opposants de Sassou. Quand vous voyez Bellingué, quand vous voyez Momo qui est... Mais ce sont ces petits-enfants. Donc, le troisième cas de figure, parce que je suis un homme non violent, je suis un démocrate. Je sais ce que ça veut dire le pardon et la réconciliation que j'ai appris aux côtés de monsieur Yombi. 12 ans en prison, il sort, pas une seule haine, pas un seul esprit de revanche. Moi, j'ai appris ça à côté de ce monsieur. Mais vous parliez de poursuites contre, par exemple, Moani. Il y a quelques minutes. Ce n'est pas la revanche, c'est juste un process. Mais vous voyez bien qu'ils l'ont appliqué en Afrique du Sud, ça a réussi. Vérité, réconciliation, justice. Une fois qu'ils ont reconnu, ils ont été jugés, et il y en a qui ont été amnistiés. Est-ce que vous voyez encore les gens être dans une espèce de revanche? On avait traité de tous les noms Mandela, que Tchaza lâche. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est debout parce que ce process a été respecté. Sinon, on serait dans une espèce de perpétuelle revanche. On ne construit pas le pays dans la haine, dans la rancœur. Non. Un homme doit s'élever. Eux-mêmes, les frères, comment ils appellent ça? Les frères de lumière, hein, je ne sais pas quoi là. Mais ils connaissent ça, non? Moi, je ne suis pas un frère de lumière. Je ne suis pas maçon. Je pense qu'ils connaissent ça. Un homme doit se parfaire tout au long de sa vie. Donc, raison pour laquelle j'essaie de penser que le troisième cas de figure, qui va consister à la libération des prisonniers politiques, à la convocation d'une concertation nationale pour que on puisse regarder. Sous condition, avec des préalables. C'est-à-dire que vous pensez que la libération des prisonniers politiques reste le seul... C'est la condition, je vais commencer par ça. On ne peut pas faire une concertation sans... Sine qua non, c'est celle de sortir les prisonniers, c'est tout. Quoi d'autre? Il y a ça, la première condition, c'est la libération des prisonniers politiques.
Mais maintenant, l'organisation d'une concertation, là, Ok. on rentre dans la contradiction secondaire. Ok. La contradiction secondaire, ça sera les modalités pratiques de la diaspora, combien il faut amener. Non, ça, les hommes politiques savent se retrouver pour discuter de ces choses-là. Mais pour moi, la condition principale, c'est la libération. Pourquoi la libération? Parce que autant, lorsqu'il prend le pouvoir en 1997, dans les conditions que nous connaissons, moi-même, Guy Mafim, je suis rentré en 2008 parce que j'ai participé. Ce que les gens oublient. Moi, j'ai été un des acteurs dans la réconciliation nationale et du retour d'un certain nombre d'exilés. Monsieur, un des acteurs qui est en vie, le ministre Koukebene vous le dira, qui était le conseiller de Yombi Opango à Ouagadougou. Tout est parti de Ouagadougou. Yombi Opango, Pascal Lissouba, Bernard Kolela. Ils se sont retrouvés sous l'égide du président Compaoré pour demander à ces trois leaders de tendre la main à Sassou Nguesso pour qu'on arrive à discuter. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes arrivés à Paris avec Yombi Opango. Nous avons créé les conditions. Yombi Opango arrive à Paris. L'Élysée a pris le relais. Le président Bongo a pris le relais. Et moi qui vous parle, Guy Mafimba, nous avons travaillé pour que dans la rencontre entre Yombi Opango et Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso, il est président de la République, Yombi Opango qui est en exil, le jour qu'ils se sont retrouvés, je peux vous dire que d'un côté, c'est Jean-Dominique Okemba qui a organisé cette rencontre, du côté de Denis Sassou Nguesso, et moi, Guy Mafima Motoki, et un autre frère, Georges Bouba, nous nous sommes retrouvés pour préparer cette rencontre-là afin de d'enclencher le processus de réconciliation. Et c'est après cette rencontre-là que vous avez vu le nombre d'exilés rentrer. Et après, vous avez compris que vous avez été roulé par ces gens, parce que après, la rancœur du côté du PCT était toujours là. Ceux qui rentraient étaient devenus des proies pour eux. Beaucoup ont été empoisonnés, tués. Exactement. Raison pour laquelle moi, je suis rentré plus tard. La rencontre s'est passée en 2003. Le président Yombi Opango est rentré en 2007. Moi, je suis rentré qu'en 2008. Pourquoi? Parce que quand le président Yombi Opango rentre, moi, je n'ai pas accepté de rentrer avec le président Yombi Opango parce que j'estimais, c'était ma phrase, que le processus de réconciliation était inachevé. Parce que j'avais senti effectivement ce côté plus ou moins malin du pouvoir, notamment de M. Denis Sassou Nguesso, qui ne devait pas respecter tous ses engagements. Et l'histoire, malheureusement, nous a donné raison. Et malheureusement aussi, beaucoup sont sous terre parce qu'ils ont été roulés. Mais moi... Alors, Guy, oui? Guy, avant de refermer sur une note d'optimisme, car je n'aime pas terminer mes émissions sur des notes de pessimisme. Alors, parlons de cette image de Denis Sassou Nguesso entouré de ses petits-fils. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que cela qu'avait-il ou qu'avait-il dans sa tête Denis Sassou Nguesso le faisant? Nous nous rappelons, je me représente Denis Sassou Nguesso il y a quelques années en train de bombarder le pôle, de ravager presque de ce pôle où il y avait aussi bien des bébés, des vieillards, des jeunes adultes et autres. Qu'est-ce que ça représente pour lui, le PP, autour, comme on dit ici, surrounded, entouré de ses petits-fils? Je pense que les psychologues et les psychanalytiques trouveront mieux que moi les voies et moyens pour... Georges, je ne sais pas s'il est encore là. Oui, allez-y. Décrypter cette image. C'est une image que nous renvoie. Je pense que c'est même une image volée. Oh là là. Oui, allez-y. Je pense que c'est une image volée, mais je crois qu'il a laissé aux uns aux autres de fuiter cette image-là. Mais c'est comme s'il se regardait dans la glace. Il se regardait dans la glace en se disant, voilà, je suis un pépé avec mes petits-fils et mes arrière-petits-fils. Mais si s'arrêtait seulement à une image intramuros intime, j'aurais pu comprendre. S'il a fouetté, c'est peut-être parce qu'il veut envoyer un message. Mais les messages qu'il devrait envoyer,
si je rentre dans sa cervelle, passez-moi le terme, ce serait de dire, le moment est venu pour nous de passer la main, mais de manière pacifique. Ce que lui, il a comme bonheur autour de ses fils, de ses petits-fils et de ses des arrière-petits-fils, mais tout Congolais a besoin de ça. Monsieur Jean-Louis, est-ce que vous pouvez imaginer la souffrance qui est la mienne? Ça fait 5 ans, depuis 2015, j'ai quitté le pays. Nous sommes en 2024. Ça fait combien d'années? Ça fait, je ne sais pas, j'arrive même pas à trouver l'année. Je n'ai plus l'affection de ma... 19 ans, je crois, je ne sais plus. Non, 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 2000, Hein? 2015 et En 2015, nous sommes en 2024. 7 ans. 7 ans. Ça 7 ans? Ouais. 2015, 2000, oui. Voilà. 9 ans, non? Ouais, 9 ans. 9 ans, je crois, oui. Je n'ai pas l'affection de ma mère. On va avoir 90 ans, là. Presque 90 ans. Je n'ai pas cette possibilité de chérir ma mère qui peut partir d'un jour à l'autre. Est-ce que vous voyez la rancœur que j'ai? Et cette rancœur-là, mais il y a beaucoup de Congolais qui les partagent, que ce soit à l'étranger, que ce soit au Congo. Parce que ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, ils n'ont pas leur pension. Moi, je me souviens de vivant de mon père, mais lorsqu'il avait sa pension, c'était pour ses petits-fils. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les retraités au Congo peuvent le faire? Donc, lui, ça, c'est son bonheur à lui. Mais pourquoi il prive les Congolais? Il prive ses enfants que nous sommes. Il prive les Congolais, ses collègues, de ce bonheur-là. Raison pour laquelle je dis à chaque fois que le troisième cas de figure, j'espère qu'il va intérioriser cela pour qu'on oublie tout ce qu'il est en train de faire subir aux uns et aux autres. Ses collègues, nous les enfants, nos grands frères, aujourd'hui ses petits-fils. Voilà, donc cette image-là, il a fouetté. Mais est-ce que c'est pour prendre conscience? Est-ce que c'est pour envoyer un message au Congolais que moi je suis dans le bonheur, mais moi je veux lui dire que son bonheur, ce n'est pas le bonheur de tous les Congolais. Hélas. Et il est plus que temps qu'il puisse trouver une solution à cela. Voilà, avant de refermer, on va voir si... Parce que la politique, c'est servir les autres. La politique, c'est aimer les autres. Est-ce qu'il aime les autres? Voilà, avant de refermer, nous allons voir si le psychologue... Alors, est-ce que vous pouvez arrêter le doublé là? Vous êtes en train de réécouter l'émission, parce que je voudrais que vous interveniez. Vous réécoutez là? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ah, je suis... voilà, ça va maintenant. Non. Écoute. Non. Voilà. Bon, donc, essayez de parler, hein. Je vais arrêter mon micro peut-être. Alors, si j'essaie de reprendre ce que dit Guy Mafimba, il y a une métaphore qui apparaît qui pourrait être intitulée la plaie et le couteau. Hein? C'est-à-dire qu'il y a quand même une blessure dans tout ça. Quand on voit ces enfants-là, mais qui est-ce qui a brandi le couteau, hein, pour assassiner ces enfants-là? C'est quand même lui. Hein. S'il est à l'orée de sa vie, on a là la métaphore de la plaie et le couteau. Voilà. Et peut-être qu'à un moment donné, il faudrait qu'il se rappelle quand même de Nelson Mandela. Il y a les mamans qui ne comprennent pas ta métaphore. Est-ce que tu peux expliquer? Bon, la plaie. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées ad patres de l'autre côté. Hein? Qui est-ce qui était à la manœuvre de ça? On ne va pas dire que c'est lui, mais on peut dire que c'est toute cette dictature, enfin, démocrature, hein, dont on parlait là, ce semblant de démocratie répressif et tout ça, l'arbitraire et tout ça, la confiscation de la parole, ça c'est une vraie plaie. Parce qu'au fond de lui-même, si on croit à Guy Mafimba, il y a beaucoup d'humanité. Il y a une sorte d'humanité. Et donc,
quand je dis le couteau et la plaie, ça veut dire qu'il y a une reliance. C'est-à-dire, on se relie à soi-même, on se relie à son humanité. Peut-être qu'il y a cette fibre d'humanisme qui pourrait être chez lui. Parce qu'on ne peut pas être grand-père sans avoir un peu d'émotion quand même face à tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'il aura laissé? Hein, quand je dis souvent, les morts vous hurlent dessus. Peut-être qu'il veut partir en ayant conscience qu'il a éteint les hurlements, ce que j'appelle les murmures des ombres. Hein. Peut-être qu'on peut lui faire crédit de ça. Il y a les murmures des ombres, il y a les murmures des morts, de tas de morts. Il y a le murmure des gens disparus. Là, les grands hommes au Congo, soit ils disparaissent, on ne sait pas où ils sont passés. Massamba Deba, on n'a jamais retrouvé son corps. Mais regardez même Machua. Est-ce qu'on a retrouvé le corps de Machua? L'histoire du Congo est parsemée par des disparus. Les disparus du Butch, j'en parle pas. Et quand je dis la plaie et le couteau, à un moment donné, on pourrait peut-être l'inviter à lâcher le couteau et à revenir à la résonance humaine. Voilà. Alors, merci. Ce que bon, Georges, il faut arrêter ton micro, ton écouteur. Hein? Non, j'ai rien, j'ai pas d'écouteur, j'ai rien. Voilà, Georges ne m'a jamais cru. Alors, merci Guy d'avoir bien interprété, bien répondu à ma question. Si ajouter dans l'interprétation, oui. Il y a quelque chose que j'ai oublié, mais qui est fondamental. Est-ce que s'il lui revoit cette image-là, est-ce qu'il a pensé à ses petits-fils et ses arrière-petits-fils? La charge émotionnelle. C'est celle-là ma question. Voilà. Tu as répondu dans une large mesure, tu as bien répondu. La charge émotionnelle et historique qu'il laisse à ces enfants-là. Parce qu'ils vont porter le nom de Denis Sassou. Moi, j'ai des neveux, des nièces qui s'appellent Nguesso. Hein. Oui. J'ai des neveux et des nièces qui s'appellent Nguesso. Quand je dis c'est un père, oui, parce que j'ai des neveux et des nièces qui s'appellent Nguesso. Mais je me pose la question de savoir. Le nom. Est-ce que lui qui est le patriarche pense à cela? Ce que vous appelez le fameux contentieux historique. Les fameux contentieux historiques. Qu'il devrait éviter. Alors nous allons donc refermer. Ils étaient nombreux à nous suivre, près d'une cinquantaine, mais je vois qu'il n'y a pas eu de réaction. Alors nous allons terminer sur une note d'optimisme, essayer de fixer les amis de la diaspora, ceux du Congo. Vous définissez comme un homme politique, mais qui se voudrait rassembleur. Hein? Alors est-ce que dans le cadre de ce que vous préconisez, est-ce qu'il y a un appel à faire? C'est à vous. Oui. L'appel, non. Je veux dire plutôt que nous sommes en train de travailler déjà avec un certain nombre d'amis, de frères ici dans la diaspora, dans le cas pour lancer une dynamique, une grande dynamique comment on dit ça, qui va se mettre qui sera rendu public. Hein. Enfin, on va lancer cette dynamique-là sur la place de Paris d'ici peu. Et s'il plaise à Dieu, je souhaite faire une grande tournée aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et autres. Tout dépendra de ce que nous aurons la possibilité de faire. Et une fois qu'on a fait cela, bien entendu, on va se tourner du côté de Brazzaville, parce que la dynamique que nous allons créer, ce n'est pas seulement de la diaspora. Cette dynamique aura les relais à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Et en cela, nous avons aussi un certain nombre de forces politiques au Congo-Brazzaville qui ont commencé déjà, où nous sommes en train d'échanger. Et très vite, il nous faut trouver mettre en place véritablement les conditions permissives pour créer le rapport de force. Parce que c'est maintenant qu'il faut commencer. Je vous ai dit 24 mois. Et lui, il a commencé déjà à manœuvrer. Je vous ai cité, je vous ai donné en exclusivité trois manœuvres qui sont en cours. Et donc, nous devons aussi se mettre debout en prenant soin de tirer les enseignements du passé.
Parce que il y a trop de, 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 de passe-moi le terme, mais des petits gars qui se disent politiques et qui profitent toujours dans ces genres d'occasions pour se faire du pognon, c'est-à-dire ils vont sortir leur étiquette d'opposants, mais en réalité, c'est des gens qui viendront là, comme ils nous ont fait pendant la fédération, lorsqu'on était dans la fédération, qui seront là pour être les relais de M. Denis Sassou Nguesso, pour l'accompagner encore dans une espèce d'hold-up électoral. Le cas le plus illustratif, c'est Pascal Tati Mabela. Pascal Tati Mabela, qui nous a roulé dans la farine, qui était en fait, comment on appelle ça, une colonne, la 5e colonne du PCT et de M. Denis Sassou Nguesso dans la fédération de l'opposition, alors que nous avions toutes les cartes pour avoir le changement en 2016. Il a joué le registre de la compromission. Voilà, pour terminer, donc, je vous informe que demain, ce sera mon anniversaire. À Leki. Azaleki, hein? Mais attention, Leki parfois devient le grand frère par sa sagesse, non? En Afrique. Et on les appelle Yaya, hein? Les petits frères éclairés, tout ça. Hein? Au Congo, c'est comme ça qu'on les appelle en Afrique. Alors donc, avant de partir, je te donne la possibilité de faire gagner 3 prix à nos auditeurs, notamment à ceux qui sont connectés. À ceux qui ont écrit, hein, parce que là, je veux vérifier. Hein, il faut avoir écrit sur le lien de l'émission. Alors, première question. Donc, ils vont gagner $20 pour leur carburant. Ah, c'est beaucoup, hein? 20 euros. Non, des auditeurs de France, hein, ceux qui nous suivent de la France, parce qu'au Congo, c'est toujours difficile de le faire. On l'a fait dans le passé. Alors, première question. Vous êtes, un yombiste, j'allais dire. Quel était le petit nom de Yombi au Congo? Comment l'appelait-on? Très bien. Django. Voilà. Donc, le premier auditeur connecté gagne 20 euros pour son carburant. Deuxième question. Comment, en sigle, bien sûr, comment appelait-on la société qui produisait du sucre dans les pays du Niari? Je ne voudrais pas citer le nom en sigle. Succo. Non, c'est trop récent. Avant Succo. Oh là. Tu as 60 ans, tu devais le savoir. Oui, mais... avant Succo. Avant Succo, je vais t'aider, ça a commencé par S. S-I. La Sia. Non, Sia. Sia. La. Bon, dernière question. Une expérience d'usine de... Bon, ça vient de ma tête, bien sûr. Une expérience d'usine de boîte d'allumettes ou bien d'allumettes avait été tentée dans le Congo. Dites-nous dans quelle localité du pays? À Bétou. Très bien. 20 euros pour leur carburant. Voilà, merci. Donc, merci. Bon, mais la deuxième, tu as raté. Hein? Est-ce que non, on va voir si Georges peut répondre. Georges, il faut faire gagner là, les auditeurs avant de partir. Georges, est-ce que tu peux... Tu as oublié, hein? Non, je ne... Bon, avant de refermer, je veux voir si... c'est très simple. Tu verras, Guy, que c'était la société industrielle... Oh là là. Et du... Là où il y avait les cannes à sucre, là. Oui, je me souviens même. Avant Succo, parce que on était au Flacom, là. Oh là là. Donc, avant Succo n'est venu qu'après. Oui. C'était la Société industrielle et agricole du Niari, donc la SIAN. Tu n'as jamais entendu parler de la SIAN, hein? Rarement, enfin. Ben voilà. Tu sais, le Guy Mafimba adolescent, il était plutôt voilà. Bon, je vois. Ah, il y a Agnès Yalou qui a trouvé, hein. Agnès Yalou. Ah oui, très bien, la SIAN. Très bien, Agnès. Serge Maoukou, SIAN, Serge Maoukou, Bétou. Ils ont trouvé, hein, Guy. Vous avez... oh non, Serge, c'est pas Saris. Serge Maoukou,
Merci beaucoup à toi. Hein. Voilà, donc mon anniversaire c'est demain. Et donc je vous en... Alors je sais pas Serge, il faut m'envoyer ton email pour que je t'envoie ces $20. Ou je vais te les envoyer Guy, hein, pour que tu t'arranges à les lui envoyer aussi. Hein. C'est possible, Ouais. non? Donc Ben, il c'est... faudrait que, je sais pas, si elle ses contacts et tout, je sais pas. Voilà, donc Serge, je vais t'envoyer, non, je vais lui envoyer le numéro Bon, WhatsApp. il t'envoie son numéro et puis Voilà, le numéro WhatsApp de la radio, c'est le 331 voilà, 230, il te contacte. voilà, 07 27. Voilà, c'est... Alors, donc, vous allez utiliser ce numéro. Il est sur la page de la radio, hein, sur Facebook. Vous pouvez donc... Agnès Yalou, Serge, vous ne pouvez pas gagner 2 fois. Hein. Vous allez... Peut-il gagner 2 fois? C'est possible, hein? Ben, bien sûr, pourquoi pas. Voilà, donc il va au double, hein, il va au double. Donc, Il nous a fait l'honneur de nous oui, suivre. oui, c'est la sienne, voilà. Donc Serge, vous, On le la remercie. sienne. Non, non, oui, Serge va gagner, Serge a gagné Siane, et Agnès Siane, et Serge Bétou. Ah, ok, voilà, Bétou, très bien. Voilà, donc je vais prendre cette page pour ne pas la perdre. Hein. Alors nous allons donc refermer, Guy. Merci donc d'être venu, hein, à tous ceux qui Merci. voilà, à tous ceux qui étaient connectés. C'était long, mais c'était très instructif. Alors vous devez vous scotcher à EDF TV. Donc EDF TV, c'est la télévision donc basée à Paris et qui va désormais émettre sur le net dans un premier temps, et nous aurons en boucle un lien qui va passer sur un site à venir. Voilà. Merci donc de nous avoir suivis. Nous parlions aujourd'hui de l'opposition. Comment devrait-elle s'y prendre, s'armer pour faire en sorte que cette opposition puisse affronter les défis. Les défis, vous les avez suivis donc avec notre ami Guy Mafimba, avec Georges Tiba, qui a un problème de retour avec moi, donc d'écho. Dommage. Voilà, dommage, mais vous avez suivi à tous ceux qui étaient connectés. L'émission, vous l'avez eu en morceaux car nous avons eu des difficultés à nous connecter, mais j'avais toujours un tour dans mon sac. Vous aurez donc la première partie de l'émission qui est enregistrée et que nous allons publier à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion. Merci, merci. Allez, ça a été un plaisir, Jean.